suis chercheur en IRM cardiovasculaire, donc je vais vous parler d'IRM cardiovasculaire. Et alors on parle beaucoup de bas champ, mais si vous avez reçu les résultats de l'ISMRM, vous avez été catégorisé déjà dans une catégorie champ moyen. Donc vous avez gagné en gamme sans acheter quoi que ce soit de plus. Vous êtes devenu champ moyen et ce n'est plus bas champ. Donc Marie, il faut mettre à jour tes diapos. Mais donc bravo. Donc bon, bas champ, champ moyen, c'est pareil. Hein. Et allez. Dans l'autre sens? Ouais, dans l'autre sens. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va faire de l'imagerie cardiovasculaire à champ moyen, ou bas champ? Alors, la première motivation, c'est quand même de faire un accès plus facilité, effectivement, à l'imagerie cardiovasculaire. Donc, si on regarde la distribution spatiale dans le monde de la prévalence des maladies cardiovasculaires, on voit nettement qu'il y a quand même une tendance sur certains continents qui est à l'opposé, effectivement, de l'accès à l'IRM, qui correspond au même continent, du coup, où on a des continents, effectivement, qui n'ont pas beaucoup d'accès à l'IRM. Alors, c'est valable pour beaucoup de pays, mais c'est aussi valable pour vous. Si vous cherchez sur Doctolib un IRM cardiaque à proximité d'Orsay, eh ben, le premier choix, c'est en novembre. Alors, heureusement, si on descend dans la liste, il y en a un peu plus tôt, mais c'est pour dire quand même qu'on a un problème d'accès à un IRM cardiovasculaire. Et puis, la deuxième motivation pour l'IRM cardiaque ou cardiovasculaire à champ moyen, c'est les patients. Alors, les patients obèses, on en a déjà parlé. Donc, il y a eu de très bons exemples de l'université de l'Ohio, où ils ont passé les mêmes patients et on voit vraiment qu'il y a un véritable confort à avoir 80 cm de diamètre intérieur. On a eu aussi des volontaires, comme cette volontaire-là, qui faisait 97 kg pour 150 cm de haut, donc effectivement un peu en surpoids, qui a apprécié aussi la taille de l'IRM chez nous, à Lausanne. On a aussi les motivations pour les patients qui sont implantés avec des stents, des valves, des défibrillateurs, des pacemakers. Alors, on peut faire de l'imagerie cardiovasculaire à 1,5 Tesla, mais ça devient compliqué, notamment dans la région implantée, qui est souvent la région d'intérêt pour ces patients. Et donc, en passant à bas champ, on va accéder à plus de régions dans la proximité des implants métalliques. Donc, on a une vraie motivation pour le champ moyen. Maintenant, je voulais faire avec vous une petite parenthèse sur la réalité face à cette motivation. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'un IRM à champ moyen ou bas champ. Donc, 80 cm de diamètre intérieur, c'est un vrai plus. On l'apprécie vraiment et on a des patients ou des volontaires qui sont claustrophobes qui ne passent que dans cet IRM-là. Mais on n'a pas de CG, donc il n'y a pas de système de synchronisation. Et ça, c'est un vrai problème pour l'imagerie cardiovasculaire. On va en reparler. On a des gradients, donc pas de CG, pas de ceinture, rien. On a un pilot tone qui marche moyen. Désolé pour le... on a des gradients très très limités, un quart de la normale. Donc en passant effectivement à un tiers du champ magnétique, on passe par contre à un quart des gradients. Donc ça va être un vrai problème et je vais en reparler. Donc des gradients pas très très bons. On a une antenne postérieure qui est sous la table. Elle n'est pas dans la table, elle est en dessous. Elle est loin, loin, loin. Et du coup, on a des antennes qui sont très performantes par contre, des antennes flex. Et on peut effectivement, il y a des groupes qui proposent effectivement d'en mettre une devant, une derrière, plutôt que d'utiliser l'antenne en dessous qui est assez loin. On a aussi un CHIM au premier ordre. Alors on passe à bas champ, on se dit on a moins d'inhomogénéité de champ, c'est vrai, mais on est sur un CHIM seulement du premier ordre, c'est-à-dire qu'on ne va pas corriger les carrés, d'accord, le système au carré, et du coup on va retrouver des inhomogénéités de champ à cause de ce CHIM qui est limité et qui ne va pas pouvoir corriger notamment en périphérie du champ de vue. Enfin, on a un matériel informatique qui est aussi limité, qui est moins cher. Donc on a un GPU pour faire de l'Open Recon qui est un peu limité pour certaines applications. Et on a une quantité de mémoire aussi qui va limiter les acquisitions prolongées, parce qu'effectivement, on a moins de SNR, donc on va vouloir rallonger les acquisitions, et finalement, en fait, à un moment, ça ne rentre plus dans la mémoire, le système vous dira non. Enfin, on a un problème une limite de logiciel. On n'a pas de séquence, c'est un IRM qui n'est pas vendu pour l'imagerie cardiovasculaire, donc il n'y a pas de séquence par défaut, fonction et flux. D'accord ? On ne peut pas faire d'imagerie cardiovasculaire avec les produits. Et on a une petite ajout, un petit cadeau Siemens, qui s'appelle le Charge Balance Model, qui a été rajouté effectivement à partir du FreeMax, mais dans les autres IRM à venir aussi, qui va vous limiter dans l'utilisation de la radiofréquence. Donc si vous voulez utiliser des séquences à haute intensité radiofréquentielle, donc pour envoyer beaucoup d'énergie, et en fait la limite, ça va être les capacités de votre système radiofréquence qui vont être limitées par ce modèle-là pour pas qu'il se dégrade trop vite et qu'il se décharge aussi trop vite. Alors, la prise en main donc, à Lausanne, le système a été installé en 2023, mis en service vraiment en 2024. Et moi, je suis arrivé en 2024 à Lausanne. Donc, on a des systèmes de temps réel, de ciné temps réel, avec à peu près 5 images par seconde pour une résolution spatiale qui est modeste. Et un recalage d'images qui est proposé pour résoudre les problèmes du mouvement respiratoire.
Donc on peut faire de l'acquisition cardiaque en temps réel, et puis après on peut traiter ces images-là. Il y a des logiciels propriétaires ou open source qui sont disponibles pour le traitement et la mesure de la fonction cardiaque pour une acquisition simple. On n'a pas de CG, donc on en a parlé. Il y a plein de systèmes de CG qui existent, externes, qui vont se brancher sur l'IRM. À Lausanne, ils ont fait le choix, avant que j'arrive, d'utiliser un système préclinique qui s'appelle BioPack, qui a un trigger interne et qui va se rebrancher sur l'IRM en TTL. Et alors, c'est un système qui est ce qu'il est. Le problème, c'est que les électrodes sont donc faites pour le petit animal, donc elles sont assez proches. Et puis, on va avoir deux questions auxquelles on se pose quand on installe en fait un système électronique dans un IRM. Le premier, c'est de savoir si on n'a pas de bruit électronique dans les 20 MHz. Alors, c'est à vérifier parce que souvent, en fait, les systèmes électroniques, ils sont typiquement dans les 20 MHz. Et donc, ça peut être un problème, vous allez avoir des bruits parasites. Et l'autre problème, c'est qu'on a des câbles. Du coup, on va devoir brancher le système sur le côté de l'IRM et on a des câbles qui jouent le rôle d'antenne, donc qui vont capter et émettre des bruits parasites supplémentaires dans vos images. Et si vous regardez des publications de 0,5 Tesla, vous verrez qu'il y a certaines acquisitions cardiaques qui ont du bruit à cause de ça. Donc voilà la réalité. Maintenant, la première chose qu'on fait quand on a une nouvelle machine, c'est on fait un copier-coller. D'accord ? C'est assez simple. Alors, à Lausanne, ça veut dire qu'on part de ce qu'on sait faire et on sait très bien faire du free running. Donc, je vais expliquer ce que c'est, mais c'est un peu le bébé de mon chef Mathias qui est en haut à droite. Donc, c'est une acquisition radiale 3D continue dans laquelle on va insérer des navigateurs qui sont des projections tête-pied 1D toutes les 50 à 100 millisecondes. Ces projections-là que vous voyez sur la gauche vont être traitées en fréquentiel pour distinguer en fait en fréquence le mouvement respiratoire du mouvement cardiaque. D'accord ? On en extrait des signaux physiologiques cardiaques et respiratoires, d'accord, sur lesquels on va pouvoir répartir l'acquisition continue 3D radiale en 5 dimensions, donc Kx, Ky, Kz et temps respiratoire, temps cardiaque. On reconstruit ça en compress sensing, ça prend plus ou moins de temps. On peut reformater ça sur les plans cardiaques habituels des médecins pour pouvoir traiter ça et faire une fonction complète. Donc ça fait 10 ans qu'ils savent faire ça à Lausanne, ils savent très bien faire ça et ça ne nécessite pas de CG, ça ne nécessite pas de spécialisation, pas de planification et pas d'apnée. C'est le mariage parfait pour le Freemax. Alors, c'était le mariage vraiment parfait. Et du coup, quand les Freemax sont apparus, il n'y en avait pas encore à Lausanne. Donc, ils ont envoyé un étudiant en Ohio où ils avaient déjà le Freemax avant qu'il arrive à Lausanne. Et donc, il a pu comparer effectivement les acquisitions ciné 2D, donc avec un ECG ajouté, par rapport au Freerunning 5D. Sans surprise, on voit qu'on a une qualité d'image qui est à peu près équivalente, avec certes une perte de contraste, puisqu'on a des acquisitions 3D, donc on a forcément un peu moins de contraste entre le sang et le myocarde, une perte aussi de détails, un petit peu moins de détails dans les images, mais finalement des fonctions, des mesures de volume qui sont équivalentes, et surtout, un temps bien réduit, puisqu'on va avoir en fait une acquisition continue, en à peu près 7 minutes, qui remplace de multiples apnées qui pourraient prendre jusqu'à 30 minutes si on voulait tous les plans acquis pour l'imagerie cardiovasculaire. Donc ça passe du temps, et l'IRM Freemax est arrivé à Lausanne. On fait un copier-coller maintenant du freerunning qui est en contraste de phase. Donc c'est la mesure en fait équivalente, mais pour le flux. Donc du flux comme vous avez l'habitude en 4D. Ici, il est en 5D parce qu'il est résolu dans le temps respiratoire aussi. Et donc avec mes collègues Efena et Christopher Roy, ils ont comparé du coup 1,5 Tesla et 0,5 Tesla. La grosse limite, c'est les gradients. On en a déjà parlé. À cause des gradients, le TR va passer de 5 millisecondes à presque 9-10 millisecondes. Donc on double quasiment le TR, du coup on double le temps d'acquisition. On passe d'une acquisition de 9 minutes à 18 minutes. D'accord ? Tout le reste identique, le nombre d'acquisitions, etc. Sans surprise, quand on s'autorise 18 minutes d'acquisition, on trouve des résultats similaires entre 1,5 Tesla et 3 Tesla. D'accord ? Avec un léger bénéfice à être à bas champ, notamment pour la susceptibilité qui va permettre de mieux, en fait, comme on a une moindre susceptibilité, on en a déjà parlé, à bas champ, on va mieux voir les vaisseaux à la proximité des poumons ou dans les interfaces au diaphragme. Donc il y a un léger intérêt pour ça, mais il faut s'autoriser 18 minutes. Maintenant qu'on a fait un copier-coller, ce qui est intéressant, et vous en avez parlé, c'est effectivement d'aller chercher l'innovation. Alors l'innovation pour le cœur dans mon cas, mais il y en a plein d'autres. Alors, la première innovation qui m'a été propre, c'était de développer effectivement l'imagerie B-Star, donc qui est une imagerie en free running aussi, mais dont le duty cycle, donc le temps d'acquisition par rapport au temps total, est multiplié par 2.
En fait, habituellement, ce qu'on fait, c'est une acquisition d'une ligne, ici, et on acquiert uniquement le temps du plateau du gradient. Ici, le B-star va acquérir en continu tout le temps qu'il n'excite pas, donc on multiplie à peu près l'efficacité temporelle par 2. Et on a 2 échos, donc on va avoir un premier écho ici, un deuxième écho ici, et le premier écho étant un temps ultra court, c'est aussi intéressant, notamment pour l'imagerie pulmonaire. On a un TR plus court, donc on a moins d'artefacts de bandes, donc on a moins de bandes noires sur les images, c'est aussi un avantage. Les gros défauts de la séquence, c'est qu'on a un suréchantillonnage du centre et un sous-échantillonnage de la périphérie, donc on a encore moins de détails dans ces images-là qu'une imagerie cartésienne. Et on a aussi une grande sensibilité aux imperfections de gradient. Quand on en a parlé, les gradients ne sont pas parfaits au Freemax, c'est un fait, mais il va falloir les corriger pour cette acquisition-là. Alors, pour vous donner quelques chiffres quand même, le temps d'efficacité d'une imagerie cartésienne ou radiale, donc une ligne complète, c'est à peu près 40% du temps. On acquiert 40% du temps et les 60% du temps, on fait que encoder l'espace ou exciter. D'accord ? Par contre, une imagerie cartésienne, elle acquiert tous les points une seule fois, c'est une efficacité de 100%. D'accord ? Une imagerie radiale normale, c'est 75% déjà d'efficacité, on décroît. L'imagerie B-star, elle utilise 75% du temps pour acquérir le signal, donc c'est beaucoup plus efficace, mais elle va sous-échantillonner les hautes fréquences, donc on a une perte d'efficacité au niveau de l'échantillonnage du K-space. L'efficacité totale, c'est la somme, le produit des deux, pardon. Et donc on voit que le B-star n'est pas forcément le meilleur choix pour l'efficacité pour ça. Alors donc, j'ai intégré le B-star dans l'ensemble free running, avec néanmoins l'ajout donc de la correction des gradients. En fait, on calibre les gradients une première fois, et après ils restent à peu près à la même calibration. Et on va pouvoir corriger les gradients à partir de ça. Et donc, en comparant le radial, donc le free running normal au free running B-star, on voit qu'on a des qualités d'image équivalentes, avec néanmoins un peu moins de perte de susceptibilité grâce au TR plus court et au temps d'écho plus court. Et par contre, on va avoir des artefacts de flux, c'est-à-dire qu'au niveau des vaisseaux principaux, notamment de l'aorte, on va avoir du signal qui disparaît lorsque le flux passe très vite au niveau du B-star. Alors, ça peut être reproductible sur plusieurs volontaires. On voit qu'à chaque fois, les images sont à peu près de qualité équivalente, mais effectivement avec un peu plus de résolution pour le B-star au niveau des poumons notamment. On peut avoir aussi des problèmes de self-gating, donc d'auto-navigation sur le radial qui est un peu plus compliqué que le B-star à synchroniser. Ce qui est intéressant, donc on en a parlé, c'est les 2 échos. On a 2 échos qui sont assez proches, et l'intérêt des 2 échos, on en a parlé, c'est de pouvoir séparer l'eau et la graisse. Alors, si vous avez regardé les images habituellement thoraciques, elles ont une hyper intensité au niveau de la graisse, ce qui est un problème pour la visualisation et l'interprétation de ces images-là. On est vraiment sur des niveaux de gris où, en fait, en automatique, tout le reste à l'intérieur du thorax est très sombre. Donc il va falloir régler ça et mettre en surbrillance la graisse. Idéalement, ce qu'on voudrait, c'est enlever cette graisse-là. Donc on aimerait faire une imagerie Dixon, donc séparation eau-graisse, sauf que la séparation, donc la phase accumulée de la graisse entre les 2 échos du B-star qui sont très proches, n'est que de 75 degrés à peu près, ce qui est loin des 180 degrés qu'on souhaiterait pour l'imagerie Dixon. Donc il va falloir rajouter quelques a priori, ou hypothèses, sur la séparation eau-graisse. Alors la première hypothèse, c'est qu'on a un horizon fréquentiel en fait, du B-star qui est très très grand. Donc tout reste dans l'horizon fréquentiel d'acquisition. Si on n'injecte pas, la graisse est toujours en surbrillance par rapport à tout ce qui peut être eau. D'accord ? Ça c'est aussi valable. On a des voxels de graisse où il n'y a qu'un effet d'inhomogénéité de champ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fer, il n'y a pas d'effet de tissu. La graisse elle a toujours le même à peu près effet tissulaire. Par contre, elle a un effet d'inhomogénéité de champ. Et puis, il y a toujours de la graisse dans le thorax, ce qui est assez pratique. Et du coup, si on utilise toutes ces hypothèses-là, on peut faire une soustraction bête des 2 échos en complexe, faire un seuillage très simple. On obtient une carte de B0 uniquement dans la graisse, celle-là elle est fiable, et on peut interpoler grossièrement ce champ B0. Et ça permet de faire une imagerie eau-graisse qui est ce qu'elle est. On ne parle pas de quantification, d'accord ? On parle juste de séparation eau-graisse. Mais ça permet d'avoir une imagerie de l'eau qui va être du coup 5 dimensions. Donc on a le radial de B-star, et puis là on a une imagerie free running avec que de l'eau et que de la graisse. C'est intéressant parce qu'on peut mieux voir effectivement l'arbre vasculaire en supprimant la graisse pour la partie visualisation. On peut même voir, alors ce qui est intéressant, on peut même apercevoir les coronaires. Alors à 0,5 Tesla, là c'est le rêve pour certains. Bon, c'est pas forcément l'utilité première, mais on peut voir les coronaires, on peut les distinguer un petit peu quand on enlève la graisse.
Le problème, c'est que par contre, on a des effets effectivement de flux, ce qui est très typique à un Dickson 2 Echo, c'est qu'on va avoir le flux qui va passer dans la graisse. Alors, tout ça, ça me apportait effectivement pas mal de problèmes de flux. On a vu que le B-Star est quand même assez sensible au flux. Donc, c'est ce qui m'a amené à apporter une version 2 du B-Star, où en fait, on revient sur la physique. Alors, je suis désolé pour ceux qui ne sont pas physiciens, on va reparler un petit peu de physique. Donc, les acquisitions en BSSFP, donc à l'état d'équilibre, elles ont des problèmes de bandes. C'est-à-dire qu'il y a des bandes noires dans les images qui correspondent en fait à un déphasage complet à travers le temps de répétition qui est de pi, ou plus ou moins pi. Ce déphasage, souvent, on l'associe à l'inhomogénéité de champs magnétiques, mais pas que. Ça dépend aussi de la sensibilité des gradients au flux. Alors, pour vous donner un petit ordre de grandeur, quand on acquiert des lignes complètes, souvent on est très peu sensible au flux. Il n'y a pas de problème et en fait on oublie cette sensibilité-là. Mais le B-Star, lui, est très très sensible au flux. On parle vraiment d'une grande sensibilité. Pour vous donner un ordre de grandeur, le B-Star tel qu'on utilise dans le thorax est sensible à 60 cm par seconde, à un flux de 60 cm par seconde, c'est-à-dire qu'on va avoir aucun signal pour ce flux-là. 60 cm par seconde, c'est un flux typique dans le corps humain. Vous avez le flux qui est bien plus grand que ça dans l'aorte. Et du coup, j'ai cherché à augmenter cette sensibilité au-delà du flux sanguin attendu dans le corps humain, donc au-delà de 200 cm par seconde pour être tranquille, pour ne pas avoir de bande dans le sang. Et pour ça, il a fallu en fait étendre le deuxième écho, donc perdre un petit peu en efficacité, avoir un deuxième écho un peu plus long, mais du coup, on va diviser à peu près par 2 la sensibilité au flux et avoir beaucoup moins de perte de signal dans le sang. Donc on a ces 3 séquences qui ont été implémentées dans PulseSec pour une question de reproductibilité, avec toujours le free running en 5D, compress sensing. Je vous passe les détails. En simulation, ça se vérifie très bien. Le B-Star, effectivement, a une perte de signal quasiment à 0. C'est ce qu'on a vu sur les images que je vous ai présentées précédemment. On a sur l'aorte quasiment aucun signal à certains moments du cycle cardiaque. Et si on mesure le signal dans l'aorte, effectivement, dans des volontaires, on retrouve cette perte de signal quasiment à 0. Et la proposition, du coup, que j'ai appelée Binovet, permet de récupérer ce signal-là. Et donc, quand on acquiert effectivement sur des volontaires, on voit que la ligne complète, ça reste le meilleur contraste que l'on a entre les tissus et le sang. On a toujours le sang qui est un petit peu plus clair. Le B-Star perd des fois du contraste dans le sang de manière très prononcée. On a du mal à distinguer les tissus du sang, notamment parce que la graisse est très très présente. Et si on compense en fait ces sensibilités au flux, on récupère du signal du sang et également, on a moins de déphasage intravoxel. C'est-à-dire qu'on a un temps d'écho qui est plus long sur les lignes complètes. Donc on va avoir en fait des effets de jet comme ça qui vont pénaliser la visualisation dans certaines phases cardiaques. Et on aimerait justement, pour certains patients, voir tout le développement, et notamment la contraction des vaisseaux. Et donc avec la séquence proposée, on peut voir la contraction des vaisseaux sur tout le cycle cardiaque. Donc ça a des intérêts pour l'imagerie aux graisses, encore une fois, et puis pour l'imagerie cardio-pulmonaire. Si on veut aller encore plus loin, alors on en a parlé effectivement brièvement, le but c'est d'échantillonner au mieux. On a parlé d'efficacité, et je vous ai dit que le B-Star c'était vraiment pas efficace du tout, parce qu'on échantillonne très peu les hautes fréquences. C'est un problème qui est très connu en 2D, où on va acquérir des spirales, donc Angine a montré des images spirales qui sont plus efficaces puisqu'elles vont passer plus de temps à l'extérieur du K-space. Et bien on peut faire ça en 3D, avec des cônes, c'est-à-dire qu'on va s'échapper très vite du centre de l'espace des cas et aller passer plus de temps en haute fréquence. Donc c'est le travail d'un des doctorants dans le groupe qui s'appelle Martin Nicoletti, qui a fait des cônes, donc pas des spirales, mais des cônes 3D qui sortent et puis qui re-rentrent. D'accord ? Ça ressemble à un tas de spaghettis, c'est parfait, il est italien, en termes d'acquisition de trajectoire, mais ça ressemble à ça en 1D. On a des cônes à la place du ligne ou du B-Star, toujours implémentés en PulseSec, et une reconstruction free running en 3D. 5D, pardon. Et du coup, quand on compare effectivement dans un champ de vue un peu plus difficile, donc un grand champ de vue, on voit que l'imagerie radiale devient sous-échantillonnée avec des artefacts. L'imagerie B-Star, elle perd un petit peu en résolution et surtout en contraste du sang, si on ne compense pas la sensibilité de flux. Et l'imagerie du coup des cônes, elle, a une stabilité un peu plus certaine dans la qualité d'image et la reconstruction. Donc c'est une approche un peu récente, mais prometteuse sur l'efficacité de la séquence, qui est bien adaptée justement au bas champ. Alors, je ne voulais pas que parler du groupe de Lausanne, parce que je trouve que c'est un peu intéressant aussi de regarder ailleurs.
Le groupe de Zurich a travaillé sur un 0,6 Tesla Philips, donc très différent, mais toujours à bas champ. Et en fait, ils se sont rendus compte que le contraste de phase, donc le 4D flux et le 5D flux, sont acquis en écho de gradient. Parce que les TR sont trop grands pour du BSSFP et du coup, on perd beaucoup en signal. Donc, ils ont proposé effectivement de faire du contraste de phase avec un TR toujours étendu, mais cette fois-ci en BSSFP, pour avoir beaucoup plus de signal, donc plus de SNR, et puis surtout une séquence en fait qui fait du 2 en 1, puisqu'on va avoir le flux et l'anatomie en même temps. Et donc, ils ont montré ça sur leur 0,6 Tesla. Ils ont montré qu'en fait, le SNR en vert de leur séquence est supérieur tout le temps, ou quasiment tout le temps, à l'écho de gradient qui est habituellement fait en 4D flux. Donc un potentiel aussi pour l'imagerie bas champ de faire du flux complet, donc 5 dimensions. Alors, je voulais parler d'une dernière chose qui est les perspectives qui me sont un peu propres sur l'IRM bas champ. Donc, vraiment essayer de repenser le paradigme de l'imagerie cardiovasculaire à bas champ. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la taille. Alors, on a 80 cm de diamètre à l'intérieur. Et pour avoir déjà fait de l'imagerie de l'exercice, en fait, habituellement, les genoux tapent le tunnel. D'accord ? Dans un aimant de 60-70 cm, les genoux tapent le tunnel quand on pédale ou quand on fait d'autres exercices à l'intérieur du tunnel. Et grâce aux 80 cm, en fait, on passe la barrière et tout le monde peut pédaler. Donc là, dans ce cas-ci, c'est moi, mais il y en a d'autres qui vont le tester. On peut pédaler de manière à pleine puissance, on peut vraiment se donner à fond et pédaler à l'intérieur et du coup pendant l'imagerie. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut voir l'effort. Habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on pédale en dehors du tunnel, on arrête et on re-rentre le sujet. D'accord ? On fait quelques acquisitions, puis on le ressort, on lui dit de recommencer. Mais là, non, on peut continuer ad vitam aeternam si on est vraiment motivé. Alors, on peut utiliser les séquences disponibles, bien sûr, qui sont déjà sur le Freemax. Donc, à 5 images par seconde, ça devient limité pour un rythme cardiaque assez élevé, mais c'est possible. Et puis, moi, j'ai cherché personnellement à extraire des biomarqueurs d'intérêt pour l'imagerie cardiovasculaire. Et alors, un des premiers biomarqueurs qui est assez facile d'accès, c'est la rigidité artérielle. Donc, en fait, on sait que la rigidité des artères, c'est vraiment un facteur de risque principal pour les problèmes cardiovasculaires. C'est dans le diabète, avec l'âge, les artères se rigidifient pour tout le monde. Et pour mesurer la rigidité des artères, en fait, on va mesurer la vitesse de l'onde de pouls. Donc, on a une onde de pouls qui se propage dans nos artères. Cette onde de pouls, c'est vraiment le facteur principal qui permet de mesurer effectivement la rigidité des artères. Donc, il faut prendre 2 points de mesure distants sur l'arbre vasculaire et mesurer le passage de la même onde de pouls, d'accord, et faire une simple division de la distance par le temps d'arrivée de l'onde de pouls. Le problème, c'est qu'on est dans des ordres de grandeur qui sont de 2 à 5 fois supérieurs donc, à la vitesse de flux du sang. L'onde de pouls, c'est la paroi, ce n'est pas le flux. Et du coup, il va falloir aller chercher très très rapide en acquisition. On parle de quelque chose qui est très très rapide. Et donc, une des techniques qui avait été proposée par le passé, donc en 2015, c'est de faire un peu comme de l'échographie. Pour ceux qui connaissent, en échographie, on fait des acquisitions en M-mode, c'est-à-dire qu'on fait des projections 1D des vaisseaux, et en fait, on regarde simplement l'arrivée du pouls en 1D. Et on peut faire ça en IRM, c'est-à-dire qu'on va acquérir sur 2 plans distants, effectivement, d'ici d'une vingtaine de centimètres sur l'aorte, et on va faire des projections en continu, donc en phase et pas en amplitude, d'une part du niveau thoracique et de l'autre part du niveau abdominal. Donc on a 2 projections 1D, très simples, et en fait on voit l'onde de pouls qui arrive, alors on le voit sur les images temps 1D, ou sur les projections en temps, et on va mesurer en fait le temps d'arrivée entre la partie thoracique et abdominale. Avec la connaissance de la distance entre les 2 coupes, on peut mesurer l'onde de pouls. Alors du coup, moi j'ai implémenté ça en pulsec parce que c'est très rapide et très facile de faire du prototyping. Et on a une résolution temporelle de 12 millisecondes, donc on est tout à fait dans les clous pour mesurer toutes les ondes de pouls qu'on veut, même des pathologiques de l'ordre de 800 cm par seconde. Donc c'était parfait, malgré les gradients. Et j'ai implémenté une reconstruction en ligne avec Fire ou OpenRecon, c'est possible, parce que c'est très simple de faire une transformée de Fourier 1D, donc c'était pas très compliqué de faire ça. Et donc l'avantage, c'est qu'on a les images qui sortent en temps quasi réel, après une acquisition de 12 secondes, donc on peut faire ça en respiration libre pendant l'effort, et on retrouve effectivement les images qui avaient été proposées en 2015 par un autre groupe. Si on trace des lignes du coup correspondant à la position de l'aorte, on peut retrouver ces profils donc, avec une avance de phase pour le thoracique par rapport à l'abdominal,
mesurer la distance ou faire une corrélation entre les deux courbes et mesurer du coup l'onde de pouls au repos et qui du coup s'intensifie lors de l'exercice. Ça devient intéressant justement pour mesurer un biomarqueur quantitatif sur la santé cardiovasculaire. Alors, je ne voulais pas non plus vous embêter trop longtemps, j'imagine que vous avez beaucoup de présentations déjà. Mais est-ce que le Free.Max est une IRM cardiaque? C'était un peu la question à laquelle j'ai essayé de répondre. La réponse c'est non. La réponse c'est que ce n'est pas un IRM qui est vendu pour ça. Il ne faut pas l'oublier, donc il n'y a pas tout l'équipement. Mais il y a quand même un gros intérêt, une grosse motivation, parce que c'est possible et parce qu'il y a des patients qui en bénéficient. Et du coup, on est contraint principalement par les gradients. Le CG, on peut le rajouter. Le SNR, ce n'est pas tellement un problème parce qu'on peut effectivement le compenser par une acquisition plus longue, une acquisition plus intelligente, ou de l'IA pour le débruitage. Et puis, il y a des opportunités que je trouve très intéressantes. Donc, pour notre groupe à Lausanne, ce qui est intéressant, c'est l'opportunité du free running, qui est vraiment compatible avec le concept, le paradigme de la machine. Mais il y a aussi d'autres opportunités. Donc, l'IRM de l'exercice, c'est un peu mon bébé, moi je voulais en parler. Et il y a aussi une émergence de beaucoup d'imagerie interventionnelle. Alors, je vois que vous avez aussi des projets là-dessus. Donc j'étais il y a 2 semaines au SCMR, donc la conférence d'imagerie cardiovasculaire IRM, avec Raoula. Et il y a beaucoup, effectivement, d'émergence d'imagerie interventionnelle sur des prototypes, beaucoup, faire attention à distinguer les deux, sur des prototypes à bas champ, donc qui ont des gradients plus puissants, mais également, maintenant, ça arrive sur des Free.Max, sur des systèmes tels que le vôtre, implémentés dans un environnement clinique où ils vont effectivement faire des interventions avec un guidage IRM, donc ça devient très très intéressant. Et puis c'est vraiment un atout fort pour la plateforme. J'ai terminé, je vous remercie pour votre attention.